Bonjour Madame la Terre, nous sommes le mardi 17 septembre et nous allons parler d'une espèce qui habite à votre surface, ce sont les êtres humains. Voilà. Alors, je vais parler du bijoutier de Nice. Je suis allé regarder hier parce qu'il y a 1,5 million de personnes qui ont signé un papier disant une pétition disant que le bijoutier de Nice était en état de légitime défense. Alors, ça m'a intrigué, je suis allé regarder ce qui s'est passé. Alors, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous ne payez pas beaucoup d'attention a priori aux faits divers, je vous rappelle de quoi il s'agit. Il s'agit à première vue, enfin d'après ce que moi j'ai compris, il s'agit d'un bijoutier qui a été braqué, qui a été attaqué par des voleurs qui l'ont volé. Et au moment où il repartait, il a pris un revolver et il a tiré sur les fuyards en tuant un. Voilà. Alors, 1,5 million de personnes ont dit qu'il s'agissait de légitime défense. Alors, il ne s'agit pas de légitime défense au sens de la loi, parce que apparemment, il n'était plus en danger personnel, physique, au moment où il a tiré. Mais 1,5 million de personnes au moins, parce qu'il y en a qui ont peut-être encore envie de signer aujourd'hui, considèrent qu'il était en état de légitime, sinon de légitime défense au sens de la loi, au moins en état de faire légitimement ce qu'il a fait, c'est-à-dire de tuer une personne qui partait avec son butin qui lui avait été pris. C'était sa propriété privée à lui qui avait disparu. Voilà. Alors, si vous voulez comprendre, à mon sens, ce qui s'est passé là, il faut revenir à une chose dont je discute à la fin de mon bouquin qui s'appelle Le capitalisme à l'agonie, et qui sont les appartenances de Lévi-Bruhl. Alors, Lévi-Bruhl était donc ce philosophe, il n'était pas anthropologue, mais il a travaillé essentiellement sur le type de questions qui étaient du domaine des anthropologues, c'est-à-dire les peuples, entre parenthèses, primitifs, sauvages, etc., c'est-à-dire en fait des gens qui vivaient dans des sociétés beaucoup moins industrialisées que les nôtres. Et la plupart d'entre eux font partie de ce monde asiatique, océanique, influencé ou appartenant à la même sphère, si vous voulez, de réflexion que la Chine archaïque, et dans laquelle il y avait une notion, une façon de se représenter le monde qu'on appelle le totémisme. Et on appelle le totémisme parce qu'il y a effectivement une révérence de la part de ces peuples en général à des représentations. Ces représentations représentent des éléments combinés qui ne seraient pas du genre que nous faisons nous-mêmes. Par exemple, en disant, voilà, telle représentation représente le vent du Nord. Parmi les excrétions du corps humain, il représente le crachat. Parmi les couleurs, il représente le rouge, et ainsi de suite. Ce sont des regroupements qui ne sont pas fondés sur la visibilité apparente, mais qui sont reliés en fait à la réponse émotionnelle que nous donnons à un certain nombre de choses qui sont dissemblables, mais auxquelles nous répondons de la même manière. Voilà. Et dans cette réflexion de Lévi-Bruhl, il fait référence aux appartenances, les choses qui sont en même temps quelqu'un, qui sont en même temps quelqu'un et qui sont différentes, qu'on peut ajouter à simplement son corps humain, l'espace à l'intérieur de sa peau. Et alors, la définition que j'en donnais de ces appartenances, c'est tout ce qui, pour quelqu'un d'autre, évoque une personne particulière. Par exemple, sa voiture, ses cheveux, les champs qu'il possède, sa pierre tombale, des choses qu'il a dites un jour, etc. Tout cela, c'est la personne. Et dans ces sociétés-là, les gens s'identifient eux-mêmes à ce à quoi les autres les identifieraient, à l'ensemble des choses qu'il évoquerait lui ou elle pour cette autre personne. Et dans ces sociétés-là, qui ne sont pas très éloignées des nôtres, puisqu'il y en a à Nice, il y a des gens qui représentent ce type de culture à Nice aussi, tout ce qui constitue les appartenances d'une personne, c'est eux aussi. Et dans cette perspective-là, la légitime défense, elle s'étend au champ des appartenances. C'est-à-dire que si on vous prend votre or, c'est votre personne aussi, et on peut la défendre comme si c'était son propre corps. Dans nos sociétés à nous, ce type de réflexion, il est propre aux sociétés rurales. Pourquoi ? Parce que si on brûle ma moisson, même si elle est à 5 km de ma maison, c'est ma vie à moi qui est en jeu, qui est en danger.
Et on a vu, et on en parlait dans un séminaire auquel j'avais assisté, d'une personne qui meurt parce qu'on a brûlé sa moisson. C'est elle-même qu'on tue en tuant sa moisson. Pourquoi? Et ce n'est pas arbitraire, bien entendu, parce que cette moisson, ben, il en a besoin pour nourrir sa famille. C'est quelque chose d'indispensable, indispensable. Alors, les gens de droite, dans nos pays, en général, ils s'identifient à leur possession parce qu'en général, ce sont des possédants. Leur personne s'étend au-delà de leur corps propre. Les gens de gauche qui ont l'habitude de ne pas voir grand-chose parce que ce sont des prolétaires ou qui viennent d'une culture prolétarienne, ils comprennent très bien cette notion moderne qui est indispensable, évidemment, pour faire fonctionner une société comme la nôtre avec des millions d'habitants, que c'est le corps propre seulement qu'il faut protéger. Comme ils n'ont pas eu beaucoup d'appartenance dans leurs ancêtres, de toute manière, ce n'est pas un grand sacrifice de leur part. Alors, où mettre la limite? Ah, ben c'est très difficile parce que c'est arbitraire en réalité. Est-ce que se défendre soi, c'est uniquement ce qui se passe à l'intérieur de l'espace défini par la peau, ou bien est-ce que ça peut s'étendre au-delà? Ce sont des choix de société, ce sont des définitions qu'il faut faire. Il n'y a là rien de naturel, mais en même temps, bien entendu, si pour faire vivre des millions de gens entre eux, ensemble, à l'intérieur d'une même société, si on est obligé à ce moment-là de considérer qu'on ne peut le faire qu'en considérant simplement que les gens ne peuvent défendre que ce qui est à l'intérieur de l'espace de leur peau, bien entendu, il faut se plier à ces règles-là. Est-ce qu'il est incompréhensible que d'autres étendent la sphère parce que c'est le seul moyen pour eux? C'est, comme dans les termes que j'utilise dans ce livre, parce que dans certains types de circonstances, dans certains types de configurations, les objets étendent leur emprise à eux sur les personnes. Celui qui défend son champ le plus loin possible, c'est quelqu'un qui est subordonné, bien entendu, à un espace qui n'est pas celui justement de son propre corps. C'est parce qu'il ne pourrait pas vivre uniquement avec son corps à lui, parce qu'il a besoin de son champ. Et à ce moment-là, il défend son champ, comme ça m'est déjà arrivé de voir arriver avec un gars avec un fusil, alors je passe simplement par un sous-bois et qui me dit « Vous êtes chez moi, vous dérangez la personne que je suis en étant là », eh bien, il est dans sa logique à lui, où pour pouvoir vivre, il est subordonné à un ensemble formidable de choses. J'en ai parlé, l'exemple que je donne aussi dans mon livre. Celui qui est obligé de gérer une énorme fortune, il est entièrement subordonné à des choses qui sont autour de lui. Il a un pouvoir qui est associé à ça, parce qu'il a de l'argent, il peut faire un certain nombre de choses par d'autres personnes, mais en même temps, c'est la personne qui n'existe pas, parce qu'elle est subordonnée à un ensemble énorme de choses qui lui imposent à lui ce qu'il doit ou ce qu'elle doit faire. Voilà comment fonctionnent les sociétés humaines, voilà comment il faut comprendre l'affaire du bijoutier.